Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de la CEDEC de Montréal-Nord. Mon nom est Josette Garraud et j'ai le plaisir de vous partager le webinaire en entrepreneuriat. Le sujet aujourd'hui sera le financement et la viabilité à long terme, comprendre ses finances. Donc, ce webinaire est enregistré. Si par la suite vous voulez le revoir, je vous invite à le faire sur le site de la CEDEC de Montréal-Nord et bien sûr à inviter vos amis. Vous avez l'opportunité aussi de poser des questions après la présentation dans la boîte de questions-réponses, ou dans le chat. Je vous invite bien sûr à poser des questions ou à faire part de vos commentaires. Donc, je mentionnais que mon nom est Josette Garraud. Je suis entrepreneur et aussi formatrice. J'ai l'occasion de partager mes connaissances en entrepreneuriat avec plusieurs commissions scolaires, notamment la commission scolaire anglophone. Et aussi, j'ai l'opportunité de partager des formations avec la CEDEC Montréal-Nord. Je suis aussi entrepreneur et animatrice. Et aujourd'hui, le but de ce webinaire est vraiment de vous partager sur le financement. On va voir les besoins de financement, lesquels besoins sont-ils, les sources de financement, où vous pouvez vous procurer de l'argent, quels sont les différents bailleurs de fonds. Je vais d'ailleurs vous montrer un exemple de montage financier. Aussi, je vais parcourir un peu les programmes de financement et aussi surtout vous dire où vous pouvez aller chercher plus de détails parce que c'est important, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On va regarder aussi quels sont les critères de décision qu'un bailleur de fonds utilise pour pouvoir accepter ou refuser un prêt. Et c'est quoi les documents qu'on demande? Comment il faut se préparer aussi à une demande de financement? Brièvement, je vais vous dire c'est quoi les états financiers qu'on demande et quelques ratios. Et pour terminer, on va voir quelques conseils et aussi le répertoire des sources de financement. Donc, j'espère que c'est correct pour tout le monde. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Donc, aujourd'hui, principalement, tout entrepreneur, lorsqu'il démarre, a besoin de financement, c'est normal. Quels sont les besoins qu'on a lorsqu'on fait une demande de financement ou lorsqu'on est en entreprise? Ici, vous avez la liste de tous les besoins qu'une entreprise peut avoir et pour lesquels c'est acceptable de recevoir du financement. Premièrement, les frais de démarrage. Les frais de démarrage, c'est quand vous commencez votre entreprise. Tout ce qui est incorporation, ça coûte de l'argent. Ça peut aller jusqu'à 1 000 $ si on fait soi-même incorporé ou si on utilise un avocat, ça peut être même plus dispendieux. Donc, ça peut entrer, on peut faire financer ça. Ici, je vous donne la liste des frais qui, si vous allez voir votre banquier, par exemple, va trouver que ce sont des frais acceptables ou raisonnables. Ensuite de ça, tout ce qui est outils promotionnels. Par exemple, vous voulez faire un site web, vous avez des dépliants, vous voulez vous faire connaître par votre identité visuelle et vous n'avez pas les outils nécessaires, vous pourriez demander un financement pour ça. Dépôt de garantie. Lorsqu'on a un local, par exemple, c'est possible que le propriétaire vous demande les 3 premiers mois de loyer en avance. Ça arrive souvent. Bien, il faut pouvoir avoir une somme de côté pour ça. Mais ce ne sont pas les seuls, les propriétaires qui demandent des dépôts. Tout ce qui est Hydro-Québec, Énergir pour le gaz et tout ça, peuvent aussi vous demander de faire un dépôt de garantie parce qu'ils ne vous connaissent pas, vous êtes nouveau et c'est une façon pour eux de s'assurer que si jamais vous fermez les portes soudainement, bien, ils ont au moins, n'ont pas perdu les premiers mois de loyer ou de frais. Aussi les permis, les licences, etc. Ça coûte quand même de l'argent, donc il faut pouvoir prévoir ça. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle les frais de démarrage. Ensuite de ça, vous avez ce qu'on appelle le fonds de roulement. L'argent dont vous avez besoin pour faire face à vos obligations pour les 3 premiers mois, parfois jusqu'aux 6 premiers mois d'existence de votre entreprise. Il faut savoir que lorsque vous débutez, vous n'allez pas avoir des clients tout de suite. Peut-être que vous en avez quelques-uns, mais par contre, les frais, vous les avez immédiatement. Donc, tout ce qui concerne l'achat d'inventaire, c'est important d'avoir l'argent nécessaire pour ça. Il y a certains clients qui vont vous dire, OK, oui, je veux ton produit, mais je ne peux pas te payer tout de suite. C'est souvent le cas avec les boutiques, par exemple, ou lorsqu'on fait affaire avec le gouvernement. Le gouvernement, c'est un bon client parce que c'est sûr qu'il va vous payer. Par contre, le gouvernement ne paie pas rapidement. Donc, si vous faites affaire avec eux, c'est possible que vous receviez l'argent dans 60, 90 jours, parfois même 120 jours. Donc, il faut prévoir ça.
l'encaisse l'argent pour faire face à vos petites dépenses journalières. Et peu importe que vous ayez reçu des revenus ou pas, mais vous avez quand même des dépenses et il faut prévoir quelles seront ces dépenses-là pour les 3 premiers ou les 6 premiers mois d'existence de votre entreprise. Ensuite de ça, l'immobilisation. L'immobilisation, il y a ce qu'on appelle l'équipement. Donc, tout l'équipement de production qui va vous servir pour faire vos produits, ça fait partie de l'équipement qui est vital, que vous n'avez pas le choix d'avoir, mais aussi tout ce qui est l'équipement de bureau, l'équipement comme on parle d'ordinateur, de photocopieur, tout ce qui va vous permettre en fait de faire l'administration et on peut aller jusqu'aux chaises et tout ça. Et aussi tout ce qui est nécessaire en fait. On est à l'ère technologique, donc si vous avez besoin d'être à la fine pointe de la technologie, bien ça aussi, ça rentre compte dans l'immobilisation. Ensuite de ça, vous avez les immeubles. Si vous préférez acheter au lieu de louer, vous pourriez vous faire financer. À ce moment-là, on parle d'une hypothèque, par exemple. Et ça fait en sorte que vous avez une garantie de ne pas être mise à la porte au niveau de votre location. Beaucoup d'entrepreneurs maintenant préfèrent acheter parce que ça évite après qu'un propriétaire vienne et leur dise « Désolé, dans 2 ans, tu dois bouger parce que je vends l'immeuble ». Donc, c'est une certaine garantie. Ensuite de ça, si vous devez faire des améliorations locatives, je vous donne un exemple, vous voulez faire un restaurant, ce n'est pas aménagé, il n'y a pas de ventilation, etc., sortie de secours, salle de bain, vous devez le faire. Bien, tout ce que vous devez faire comme rénovation, décoration, ça rentre dans ce qu'on appelle les améliorations locatives et vous pourriez vous faire financer aussi ça. Brevet, si vous avez inventé une nouvelle recette, un nouveau produit, vous pourriez avoir à protéger votre marque, protéger votre nom. Bien, ce sont des frais qu'on peut faire financer aussi. Et pour terminer, toute autre dépense qui est nécessaire à vos activités. La recherche et développement, je parle de recettes, par exemple. Bien, vous avez fait une nouvelle recette où votre chef doit à chaque fois faire de la recherche pour faire des nouvelles façons de faire. Mais quand on dit recherche et développement, ça peut être une panoplie du moment que vous dépensez de l'argent pour pouvoir améliorer votre façon de faire. Que ce soit en produit ou en service, ça fait partie de la recherche et développement, mais aussi tout ce qui est frais de développement de marché. Vous devez faire du démarchage, chercher des nouveaux clients, mais ce sont des dépenses pour lesquelles c'est justifié de demander un financement. Ce qui n'est pas justifié, c'est si vous demandez de l'argent à tout bailleur de fonds pour avoir un salaire. Vous débutez en affaires, on ne s'attend pas à ce que vous ayez un salaire. C'est normal que vous ne soyez pas payé au début. Donc, vous ne pouvez pas aller voir votre banquier ou votre bailleur de fonds et lui dire « Ah, ben moi, je veux recevoir 50 000 $ par année. Je demande de l'argent pour mon salaire. » Que ce soit pour vous ou vos employés, la majorité des bailleurs de fonds ne voudront pas financer ce besoin-là. Mais tout ce qui est du reste, la liste ici, c'est possible de le faire financer. Ça fait partie de ce qui est normal, en fait, comme besoin de financement. Donc, j'espère que c'est clair. Si jamais vous avez une question, je vous invite à la poser dans le chat ou dans les questions-réponses. Maintenant, quelles sont les sources de financement? Je parle de banquiers, mais il n'y a pas juste les banquiers qui donnent l'argent lorsqu'on est entrepreneur. La première personne qui doit financer votre projet, c'est vous. Ce qu'on appelle le promoteur, l'entrepreneur, vous-même. Vous êtes la personne qui devait démontrer aux autres que vous croyez en votre projet. Donc, si vous allez chercher de l'argent à un bailleur de fonds et qu'il vous pose la question combien d'argent vous allez mettre dans votre projet et que vous dites 0, j'ai pas d'argent, à ce moment-là, vos chances d'avoir du financement sont très faibles. Parce que lorsque vous dites que vous n'avez pas d'argent et que vous ne mettez pas d'argent dans votre entreprise, ça veut dire que vous ne croyez pas en votre projet et que vous ne prenez pas le risque de votre projet. Donc, c'est important de démontrer que vous aussi, vous investissez dans votre projet. C'est ça qui va convaincre les autres bailleurs de fonds d'investir dans votre projet aussi. Combien d'argent vous devriez mettre? La majorité des bailleurs de fonds s'attendent à ce que vous investissiez de 10 à 20 % du coût de votre projet. Donc, supposons que votre projet coûte 50 000 $ en tout, on s'attend à ce que minimum vous investissiez un 5 000 $. Et quand je dis dollars, ça peut être en termes d'équipement. Vous avez déjà votre équipement de production, ça a une valeur. Comptabilisez la valeur de cet équipement-là et à ce moment-là, ça fait partie de ce que vous n'avez pas à acheter. Ce que vous mettez déjà dans votre entreprise, ça compte. Est-ce que vous pouvez mettre votre voiture?
Non, si vous ne l'utilisez pas pour votre projet, vous avez une boutique et vous vous rendez de chez vous à la boutique, vous passez toute la journée à votre boutique, vous ne pouvez pas dire, ben, j'utilise ma voiture pour la boutique, vous ne l'utilisez pas. Donc ça ne comptera pas. Par contre, tout l'équipement qui est à l'intérieur de la boutique, ça, oui, vous pourriez dire, ben, j'ai déjà investi, j'ai déjà acheté, j'ai déjà mis ma mise de fonds. Ça compte. Donc, encore une fois, 10 à 20 du coût du projet, c'est ce qu'on s'attend. 20 c'est dans les cas où votre projet est plus risqué. Souvent, on voit ça dans certains domaines, domaine de la technologie, par exemple. On va vous demander d'avoir un financement plus élevé. Et parallèlement à ça, on va peut-être vous demander d'avoir ce qu'on appelle du love money. Des amis de la famille qui croient en vous, qui peuvent vous aider à aller chercher du financement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ceux qui vous prêtent l'argent veulent être remboursés. Donc, ils ne sont pas là par charité, ils sont là parce qu'ils pensent que votre projet a un potentiel, mais ils veulent voir aussi qu'ils ne sont pas les seuls à investir dans votre projet. La majorité des bailleurs de fonds vont aller jusqu'à 50 du coût du projet. Ils n'iront pas jusqu'à 100 c'est très rare. 100 c'est lorsque, par exemple, vous voulez financer un immeuble, vous voulez acheter un actif comme ça. Oui, là, vous allez demander une hypothèque. C'est facile pour eux de financer la totalité de la valeur de l'immeuble parce que c'est une valeur qui va en augmentant. Et si vous ne pouvez pas payer, ils saisissent le bien meuble ou l'immeuble et ils se font rembourser. Donc, ça, c'est facile pour eux. Mais tout autre financement, le fonds de roulement, les dépenses que vous allez avoir journalières, certains actifs, etc., ça va être difficile de le faire financer à 100 et c'est pour ça qu'on vous demande de voir qui autre que vous peut vous aider dans votre projet. La famille, les amis, ce sont souvent des gens qui croient en nous, qui ne vont pas exiger d'être remboursés tout de suite, qui ne vont pas probablement nous charger des frais d'intérêt. Donc, avant même d'aller voir un banquier ou un autre bailleur de fonds, je vous invite à regarder qui autour de vous peut vous aider. Oui, ça peut être gênant, oui, ça peut être intimidant. Souvent, on ne veut pas se faire dire que on s'est fait aider par la famille, mais je vous dirais qu'il faut le faire parce que ça va vous aider à accumuler une certaine somme, puis après à être en mesure d'aller chercher ce qui va vous manquer. Ici, vous avez une liste des autres bailleurs de fonds qu'on peut avoir. Fournisseurs et clients, c'est par exemple, si vous avez un fournisseur, et vous pourriez essayer de négocier avec votre fournisseur pour acheter, par exemple, la marchandise qu'il vous faut, par exemple, avoir un certain inventaire, et demander au fournisseur de ne pas le payer tout de suite, d'être capable de le payer peut-être dans 30 ou 60 jours. Donc, c'est une forme de financement parce que ça vous permet de vendre vos produits et après de rembourser vos fournisseurs. Même chose avec les clients, c'est d'essayer d'avoir des clients qui vous paient rapidement au lieu de payer dans 30, 60 ou 90 jours. Une façon de faire payer les clients rapidement, c'est de leur dire, de leur accorder une escompte, par exemple. Vous voyez souvent ça, je vous donne 5 de rabais si vous payez tout de suite. Donc, ça, c'est une façon d'avoir l'argent d'une façon plus rapide et de se faire financer. Il y a des subventions qui existent en affaires, il n'y en a pas beaucoup. Tout à l'heure, je vais vous dire lesquelles existent. Et c'est important d'aller chercher des financements parce que ce sont des sommes d'argent qu'on n'a pas besoin de rembourser. Donc, qui dit somme qu'on n'a pas à rembourser, dit ça vous aide en fait financièrement à être plus allégé. Ensuite de ça, il y a tout ce qui est organismes, associations sectorielles qui pourraient vous donner de l'aide. Souvent, leur aide technique est une forme de financement aussi parce que ça vous permet de bénéficier d'une aide sans avoir à payer. Ça peut être sous forme de consultation, sous forme de mentorat, mais ça a une valeur. Donc, toute aide technique que vous pourriez avoir, mais je vous invite à en profiter parce que ça vous permet de ne pas dépenser cette somme-là et bien sûr, c'est pour vous aider à progresser. Ensuite de ça, il y a des concours, je vais en parler aussi dans quelques minutes. C'est comme les subventions. Lorsqu'il y a des concours qui existent, je vous invite à participer à ces concours-là, même si vous pensez que vous n'allez pas gagner. Premièrement, ça va vous donner une visibilité et vous seriez étonné du nombre de gens qui vont vous voir grâce à ce concours-là. Et ensuite, si vous gagnez, bien encore une fois, c'est une somme d'argent que vous n'avez pas besoin de rembourser. Donc, qui dit subvention au concours, bien, ça vous permet de ne pas avoir des taux d'intérêt et des remboursements mensuels à faire. Bien sûr, il y a d'autres différents programmes qui existent. Je vais vous donner une liste. Et il y a des investisseurs. Donc, tout ce qui est anges financiers, capitaux de risque, ce sont des gens qui s'attendent à avoir un certain rendement s'ils vous ont prêté de l'argent. La majorité des investisseurs ou des anges financiers
Pensez à l'émission Les Dragons, par exemple. Ce sont ce qu'on appelle des investisseurs. Mais eux, ils s'attendent à ce que votre projet ait du potentiel et ils n'investissent pas dans n'importe quel projet. Souvent, c'est pour pouvoir récupérer leur mise de fonds aussi et c'est pour aider certaines personnes en lesquelles ils croient. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle le sociofinancement. Le sociofinancement, c'est lorsqu'on demande à des gens qu'on ne connaît pas, par exemple une communauté ou des gens d'une certaine ville, d'un certain pays, à financer notre projet. En contrepartie, on peut leur donner notre produit à l'avance ou on peut leur donner des cadeaux pour simplement ça peut être tout simplement parce qu'ils veulent nous aider, qu'ils croient en notre cause. Donc, c'est de plus en plus populaire parce qu'encore une fois, lorsqu'on demande du sociofinancement, c'est de l'argent qu'on obtient rapidement et c'est possible de demander du sociofinancement avant même d'avoir débuté son projet, alors que pour les anges financiers, ça ne sera pas, c'est possible, mais c'est plus difficile si on n'a pas un prototype à démontrer. Sociofinancement aussi, je vous dirais que l'idéal, c'est d'avoir un prototype, de démontrer quelque chose. Donc, tout ça, ça fait partie des sources de financement qui existent lorsqu'on a un projet. Donc, si vous voyez dans mon prochain tableau, c'est un exemple de montage financier. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le coût de votre projet qui est détaillé et de l'autre côté, comment vous allez financer ce projet-là. Donc, premièrement, vous avez, lorsqu'on a un projet, c'est important de dire qu'est-ce que ça nous coûte en fait, d'où vient le coût du projet de façon détaillée. Ici, mon projet, c'est un projet fictif, coûte 100 000 Pourquoi? On va souvent vous demander, mais pourquoi vous avez besoin de cette somme-là? Donc, vous ne pouvez pas dire de façon générale, ah, j'ai besoin de telle somme. Ce n'est pas précis. On ne croira pas en votre projet. On va penser que vous voulez empocher l'argent. Donc, il faut pouvoir démontrer pour quelles raisons vous avez besoin de la somme que vous demandez et essayer d'être le plus réaliste possible. Donc, ne demandez pas une somme si ce n'est pas nécessaire parce que n'oubliez pas que la majorité des sommes que vous allez recevoir, ce sont des prêts et que ces prêts-là, vous allez devoir les rembourser. Donc, ici, j'ai un exemple. Par exemple, je pourrais demander 20 000 pour mon fonds de roulement, 20 000 pour aménager mon local, 20 000 pour acheter l'équipement qui est nécessaire à mon projet, 15 000 pour l'inventaire, l'équipement de bureau, 10 000 et la publicité, commercialisation, etc., 15 000 Donc, tout ça, ça fait 100 000 Maintenant, vous ne pourrez pas demander 100 000 à un seul bailleur de fonds. Comme j'ai mentionné au début, la majorité des bailleurs de fonds ne veulent pas financer à 100% un projet. Il va falloir frapper à plusieurs portes. Je vous ai dit qu'au départ, il faut que vous investissiez de 10 à 20% du coût de votre projet. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez faire votre montage financier, il faut qu'on voit l'argent que vous mettez. Même si c'est de l'argent que vous avez déjà mis, si c'est un investissement que vous avez déjà fait, il faut le comptabiliser. Il y a certains organismes qui vont accepter certains investissements. Par exemple, vous dites, ah, ben j'ai investi pour décorer mon local. Il y a certains bailleurs de fonds qui vont dire, OK, ça, je l'accepte comme mise de fonds. Il y en a d'autres, malheureusement, qui vont vous dire, non, pour moi, ça, c'est pas assez concret. Combien d'argent concrètement ou est-ce que vous avez des actifs que vous avez mis? Donc, ça va dépendre. Chaque bailleur de fonds a des règles différentes. Ici, dans le montage que j'ai fait, la mise de fonds des promoteurs est de 15 000, donc ça rentre dans le 10 à 20 du coût du projet. On a demandé à PME Montréal, un organisme qui donne des prêts et des subventions aux entrepreneurs de Montréal, on a demandé 20 000 La subvention de Montréal Inc., c'est un organisme qui donne des subventions aussi aux Montréalais et de 30 000 On a obtenu un prêt avec une banque de 15 000 Les fournisseurs nous financent notre inventaire pour 10 000 et on a acheté des équipements sous forme de location-achat avec un bail de 3 à 5 ans sous la forme de 10 000 en partie. Donc, tout ça fait un montage financier de 100 000 Lorsque vous allez voir votre bailleur de fonds, c'est important de lui démontrer ça, où vous allez aller chercher l'argent et incluez le prêt que vous demandez. Vous allez voir la Caisse des Jardins, vous leur demandez 20 000 incluez ce 20 000 dans votre montage financier comme si vous l'aviez déjà obtenu. Parce qu'eux veulent voir ça. Ils veulent que vous teniez compte de est-ce que vous auriez l'argent, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez avoir cet argent-là. Donc ça, c'est un montage financier standard.
Comme j'ai mentionné, soyez le plus réaliste possible. Ne demandez pas 300 000 si vous avez besoin de 100 000. Ce n'est pas réaliste et on va toujours regarder est-ce que vous allez être capable de rembourser. Si c'est trop élevé, on peut avoir des doutes quant à votre sérieux. Est-ce que vous allez être en mesure de rembourser ce prêt-là? Et plutôt que de vous aider, on va tout simplement vous dire non. Donc, il vaut mieux demander un montant plus petit, quitte à revenir par la suite, que demander un montant trop élevé et de se faire refuser ce prêt-là. Lorsque vous faites une demande de financement, il faut connaître qu'est-ce qui existe. J'ai ici une liste de différents programmes. Je vais vous donner un répertoire tout à l'heure. Vous allez pouvoir avoir une idée en regardant les différents sites Internet de ce qui existe comme programme de financement au Québec. Il y a beaucoup de programmes et dépendamment de son secteur d'activité, il faut savoir qu'est-ce qui est pertinent pour nous ou pas. Il y a des programmes, par exemple, qui s'adressent à ceux qui exportent ou dans ceux qui sont dans le domaine de la technologie. Allez-y selon votre secteur d'activité. Ne demandez pas, ne perdez pas votre temps, en fait, d'aller chercher un prêt ou un financement avec un bailleur de fonds qui n'est pas spécialisé dans votre domaine. Ça ne va pas vous aider parce que s'il n'est pas spécialisé dans votre domaine, il ne sera pas en mesure de voir le potentiel de votre projet. Je ne parle pas des banques, mais je parle des autres programmes qui existent. J'aimerais souligner quelques programmes, dépendamment de ce que j'ai dit, par exemple, le Fonds des médias canadiens, mais ça, c'est ceux qui sont dans l'industrie des médias. Vous n'êtes pas dans l'industrie des médias, bien, allez pas chercher un financement là. J'aimerais souligner quelques programmes qui existent parce que ce sont des programmes qui sont plus facilitateurs, en fait, pour les entreprises qui sont en démarrage. Ici, vous avez l'exemple de Femmes et Sœurs. Femmes et Sœurs, ça s'adresse, le nom le dit, aux femmes. Donc, ce sont des programmes qui existent. Ils ont de l'aide technique, des formations, mais aussi des prêts pour les femmes qui veulent se lancer en affaires ou qui sont déjà en affaires. Et la raison pour laquelle c'est pertinent, c'est parce qu'elles comprennent la réalité de certaines femmes, en ce sens que souvent, c'est plus difficile pour une femme qui a une famille de démarrer son entreprise. Donc, ils ont un intérêt plus poussé, en fait, pour aider les femmes. Si vous êtes un homme, il faudra que vous soyez associé avec une femme qui aura 50% ou plus des parts pour que vous puissiez avoir accès à ces prêts-là. Ensuite, vous avez Fonds Afro, Fonds Mosaïque. Ça, c'est avec l'organisme Philaction et ça s'adresse aux communautés multiculturelles. Le Fonds Afro, c'est pour toute personne noire qui a un projet d'entreprise ou qui est déjà en affaires. Vous pourriez avoir accès à des prêts de Philaction. Fonds Mosaïque, c'est pour les gens de la diversité autre que noirs. Pourquoi ces fonds-là existent? C'est parce qu'il a été prouvé statistiquement que lorsqu'on est une personne issue de la diversité, c'était plus difficile d'avoir accès à certaines mises de fonds parce que souvent, lorsqu'on faisait des prêts ou des demandes, les gens ne comprenaient pas nécessairement notre secteur d'activité. Donc, c'est la raison pour laquelle ces fonds-là ont été mis sur pied, un peu comme Femmes et Sœurs avec les fonds pour les femmes. Donc, ensuite, vous avez Caisse d'économie solidaire et Fiducie du chantier d'économie sociale. Ce sont des fonds qui existent pour ceux qui font des entreprises d'économie sociale. Donc, les entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises qui ont un but d'aider une certaine communauté, tout en faisant un profit qui sera peut-être redistribué aussi à cette communauté-là. Donc, c'est une autre façon d'être entrepreneur, avec une mission sociale, en fait. Ici aussi, vous avez Microcrédit Montréal. Je sais que la CEDEC Montréal-Nord a fait un Facebook Live dernièrement avec la directrice de l'organisme Microcrédit. C'est un organisme qui va vous aider, notamment si vous n'avez pas accès au financement parce que, par exemple, votre crédit n'est pas très bon ou parce que vous n'avez pas assez d'actifs ou que ça a été difficile pour vous antérieurement. Donc, je vous invite à les contacter si c'est le cas parce qu'encore une fois, ils sont facilitateurs pour aider les gens à démarrer leur entreprise. La Ruche, c'est un organisme parmi les organismes qui font du sociofinancement qui existe à travers le Québec, mais qui, encore une fois, a beaucoup d'aide pour ceux qui cherchent du sociofinancement et c'est la raison pour laquelle je les recommande aussi. D'autres organismes qui existent, ils sont listés ici, Capital Intelligent. Futurpreneur est bien aussi parce que ça s'adresse aux 18-39 ans et vont donner accès à un prêt, mais aussi à du mentorat. Ce qui est nécessaire lorsqu'on démarre, c'est d'avoir de l'aide concrète, des gens qui ont déjà eu de l'expérience, qui peuvent nous accompagner dans le processus
et Futurpreneur fait ça avec leurs prêts. Fondation Montréal Inc., je vais en parler encore tout à l'heure, mais offre des bourses. Et c'est très important d'aller chercher toutes les bourses ou les subventions qui existent, encore une fois, pour ne pas alourdir son financement. J'aimerais aussi mentionner l'organisme que ici, vous voyez, Développement économique Canada. Développement économique Canada a plusieurs programmes pan-canadiens et souvent, ils vont en ajouter. En ce moment, vous avez sûrement entendu parler du PACME avec la pandémie. Malheureusement, c'est terminé parce que maintenant, les entreprises ont été déconfinées. Par contre, tous les autres organismes qui aidaient antérieurement avec le gouvernement, comme PME Montréal ou les banques, vont être toujours disponibles pour vous aider par l'entremise de leurs programmes réguliers. Donc, vous ne pourrez pas avoir accès au PACME, mais vous pouvez quand même faire des demandes avec les autres organismes. Exportation Développement Canada, spécialisé en exportation, et le ministère Économie, Sciences et Innovation, c'est le ministère, le volet québécois, en fait, du gouvernement, qui peut vous aider au niveau des prêts. Donc, chacun de ces organismes-là ou de ces programmes-là ont des critères différents. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas le détailler, aller détailler chaque organisme, chaque critère, ça prendrait trop de temps. Et souvent aussi, des fois, les règles changent. Et par rapport à votre projet, ça pourrait être pertinent ou pas. Et aussi, vous pouvez avoir accès à plusieurs programmes. Il ne faut pas se limiter. Ce n'est pas parce que vous faites un prêt avec Futurpreneur que vous ne pouvez pas demander un prêt avec PME Montréal. C'est possible d'avoir accès à plusieurs prêts et subventions. C'est possible aussi qu'ils vous acceptent tous. C'est possible aussi qu'ils vous refusent tous. Ou c'est possible qu'il y en a un qui vous accepte et que les autres vous refusent. C'est vraiment une combinaison différente pour chacun des prêts. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement si vous seriez accepté ou pas, parce que chacun a des comités d'analyse différents. Les subventions, j'ai mentionné, c'est très important. Il y a quelques subventions qui existent, il n'y en a pas beaucoup. Ça vaut la peine de demander si on peut y avoir accès. Ça vaut la peine de faire la demande. La première, c'est Fondation Montréal Inc. Ça s'adresse aux 18-35 ans qui habitent, les entrepreneurs qui habitent à Montréal. C'est très important. Vous pourriez avoir droit à une subvention jusqu'à 30 000 $. Je vous invite à aller voir sur leur site les critères. Il faut avoir un plan d'affaires. Je n'ai pas mentionné au début, mais la majorité de ces organismes-là vont vous demander un plan d'affaires comme critère de sélection de votre projet. Certains organismes peuvent même vous accompagner à faire un plan d'affaires, mais vous n'en sortirez pas. Vous allez devoir faire un plan d'affaires pour pouvoir avoir accès à ces subventions et ces prêts-là. Beaucoup de banques aussi ont des exemples sur leur site Internet, des modèles de plan d'affaires que vous pourriez utiliser. Futurpreneur en a un aussi également que vous pouvez utiliser. Donc, la Fondation Montréal Inc., tout entrepreneur qui a 18-35 ans peut faire la demande. Si vous avez plus de 35 ans, il faudrait avoir un partenaire, un associé qui a moins de 35 ans et qui a la majorité des parts de votre entreprise, donc 50% ou plus. Emploi Québec a des programmes comme STA, Soutien aux travailleurs autonomes. C'est une subvention salariale qui existe pour laquelle vous pourriez avoir l'équivalent du salaire minimum pendant 1 an. Donc, ça vaut la peine parce que ça vous permet de ne pas travailler, par exemple, à avoir un autre emploi en même temps que vous faites votre entreprise. Ça vous permet de vous consacrer à temps plein dans votre projet d'entreprise. Pour ce programme-là, vous n'avez pas besoin d'avoir un plan d'affaires parce qu'on va vous aider à faire un plan d'affaires. Donc, ils offrent une aide technique et une aide financière avec ce programme. Et Emploi Québec aussi a d'autres programmes. Par exemple, si vous êtes en affaires depuis longtemps, ils ont un volet, ce qu'on appelle consultation, où vous pourriez avoir le droit d'avoir un consultant qui vienne vous aider et tout ça financé par Emploi Québec. Entreprendre ici, un programme qui existe depuis bientôt 2 ans, qui aide les gens de la diversité en donnant des bourses de 25 000 $. Donc, une fois par année, vous pouvez vous enregistrer sur leur site et soumettre vos documents, votre plan d'affaires. Et si vous êtes sélectionné, vous allez avoir une subvention de 25 000 $ pour consacrer à votre projet d'entreprise. Je prends la peine de mentionner ici parce que c'est vraiment important, toutes ces subventions-là qui existent. Vous n'avez pas, le pire que vous pourriez avoir, en fait, c'est un refus, comme vous dites, non? Donc, ça vaut la peine d'essayer.
Et finalement, PME Montréal a plusieurs programmes, beaucoup de prêts, mais aussi quelques subventions. Le Fonds Jeune Entreprise, qui était antérieurement jeune promoteur, maintenant il n'y a plus de limite d'âge, donc toute personne pourrait faire la demande pour cette subvention-là. Ensuite, ils ont aussi le Fonds de développement de l'économie sociale qui s'adresse aux entreprises d'économie sociale et aussi Créavenir, une subvention aussi qui est donnée à des entrepreneurs qui débutent. Donc, tout ça, ce sont quelques subventions qui existent. Et comme je l'ai mentionné, il n'y a pas beaucoup de subventions, donc ça vaut la peine de faire la demande. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle des concours. Ce sont d'autres sommes qui pourraient vous être allouées pour votre projet d'entreprise. Chaque année, il y a le défi Ose entreprendre. Vous avez ici le site Internet que vous pouvez demander. Je vous invite à la faire parce que ça vaut vraiment la peine. Et souvent, lorsque notre projet est original, bien, ça nous donne une certaine visibilité aussi. Il y a des prix au niveau local et au niveau national. Il y a aussi d'autres concours qui existent chaque année. 2 répertoires pour pouvoir avoir accès à ces concours-là. Le gouvernement du Québec, sur leur portail, ont une liste des prix et des concours qui existent pour les entrepreneurs et aussi Info Entrepreneur a une liste sur leur portail. Vous pourriez voir aussi dans la section nouvelles tout ce qui existe, tapez concours, subventions, etc. Et vous allez avoir la liste de tout ce qui existe en termes de subventions et de concours. Donc, je vous invite particulièrement à faire la demande si ce n'est pas fait. Et dans certains cas, même si vous l'avez déjà fait, vous pourriez y reprendre aussi l'année suivante. Dans certains cas, c'est possible. Souvent, il y a des limites de temps d'activité, c'est-à-dire de temps d'existence de son entreprise. Donc, maintenant qu'on sait quelles sont les sources de financement, c'est important de voir c'est quoi les critères de décision, sur quoi on se base pour pouvoir vous accepter ou non. Souvent, les entrepreneurs vont dire « Ah, j'ai été refusé, mais je ne sais pas pourquoi j'ai été refusé. » C'est toujours les mêmes raisons. Il y a essentiellement 4 critères. Premièrement, votre capacité de gérer le projet. On va vous regarder, vous, en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous avez les connaissances nécessaires pour votre projet? Est-ce que vous avez l'expertise? Est-ce que vous êtes capable de faire ce projet-là? Moi, j'ai été jury sur plusieurs concours et programmes. Et des fois, on voyait des bons projets, mais ce n'était pas la bonne personne qui portait ce projet-là. Et malheureusement, ça arrive. Si vous pensez que c'est votre cas, si vous n'avez pas assez d'expertise parce que vous n'avez pas travaillé assez longtemps dans un domaine donné ou que vous n'avez pas les connaissances nécessaires, peut-être d'essayer de vous former avant de faire la demande de financement, ça pourrait vous aider. D'aller chercher des petites formations. Parfois, vous pourriez même dire aux bailleurs de fonds, effectivement, il me manque j'ai quelques lacunes, j'ai des connaissances qui me manquent, mais je suis en train de faire telle formation pour pouvoir m'aider dans ce domaine. Donc ça va aider le bailleur de fonds à prendre une décision positive. L'autre cas de figure, ça pourrait être d'aller chercher quelqu'un complémentaire à vous. Vous avez des faiblesses, vous avez des forces, tout le monde en a. Essayez d'essayer d'aller chercher un associé ou un partenaire qui va pallier aux faiblesses que l'on a. De cette façon-là, lorsque vous demandez un prêt et qu'on vous dit « Ah, j'ai des doutes sur votre capacité à gérer », vous montrez que vous avez quelqu'un qui va être là avec vous pour vous aider à gérer le projet. L'autre élément décisif des comités de sélection, c'est la viabilité du projet. Je vais vous montrer quelques critères, qu'est-ce qu'on regarde en termes de viabilité. C'est important de prouver que vous allez réussir dans votre projet d'entreprise, que vous allez faire de l'argent, que vous allez faire un profit. Si on vous montre vos états financiers et puis ce sont des pertes pour les 5 prochaines années, mais aucun bailleur de fonds ne voudra vous aider. En même temps, si vous dites, je vais faire $1 million la première année, c'est tellement irréaliste que personne ne vous croira et qu'on ne vous aidera pas plus. Donc, c'est un équilibre entre la réalité et l'optimisme, en fait. Il faut prouver qu'on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire des profits et que si on a des pertes, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi on a ces pertes-là. Ensuite de ça, on va regarder votre capacité financière. Est-ce que vous êtes en mesure de rembourser le prêt qu'on va vous donner? Si on voit que vous n'êtes pas en mesure, parce que vous êtes jusqu'au cou dans les dettes, c'est sûr qu'on va vous dire non. Les bons bailleurs de fonds vont peut-être vous aider quand même, mais en réduisant le montant. Par exemple, vous faites une demande de 50 000, ils se rendent compte que non, ce n'est pas vous rendre service de vous prêter 50 000. Ils vont peut-être vous dire, je crois en votre projet,
mais peut-être qu'on va vous prêter 25 000 à la place. Donc, c'est une façon de toujours vous aider tout en limitant le risque. Et finalement, on va regarder votre investissement. Je l'ai mentionné au début, c'est important de prouver que vous croyez en votre projet. Si vous ne mettez pas d'argent du tout, bien pourquoi vous voulez que quelqu'un mette d'argent à votre place? Donc, c'est comme ça qu'ils voient ça. Ça fait partie des critères qui sont regardés lorsque vous faites une demande de financement. Maintenant, il y a certains documents qu'on s'attend à ce que vous puissiez fournir. Premièrement, les états financiers. Il y a 3 principaux états financiers qui existent lorsqu'on fait des demandes de financement. Et pour vous aussi, pour votre comptabilité, c'est important d'avoir ces états financiers-là. Le premier, c'est le bilan. Le bilan, c'est ce qu'on appelle l'état de la situation financière. Ça présente vos actifs, tout ce que vous possédez, mais aussi vos dettes. Les dettes, c'est ce que vous devez à différents bailleurs de fonds. Et aussi, on voit le capital de l'entreprise, c'est-à-dire à une date précise, la valeur de votre entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bilan. Ensuite de ça, il y a l'état des résultats. L'état des résultats, c'est facile, c'est les revenus que vous faites, les dépenses et ce qui reste à la fin, les profits ou les pertes. C'est important cet état financier-là pour les bailleurs de fonds, mais c'est important aussi pour vous, pour pouvoir voir si vous faites de l'argent ou pas. Et finalement, ce qu'on appelle l'état des flux de trésorerie ou l'état de l'évolution de la situation financière. Donc, ça, c'est vos activités, votre coût de projet, le financement, comment vous l'avez financé, qui sont les différents prêteurs, mais aussi votre budget de caisse, c'est un autre état qu'on veut voir, c'est-à-dire est-ce que mois par mois, comment d'argent vous faites et qu'est-ce qui reste à la fin après vos dépenses, quelle est l'encaisse qui vous reste dans vos poches. Donc, il y a plusieurs sites que vous pourriez voir. La plupart des banques vont vous montrer des exemples d'états financiers. Ici, je n'ai pas montré d'exemple, je ne vais pas détailler, il me manque de temps. Mais si vous avez besoin de partager vos connaissances sur ça, je vous dirais, allez dans les sites de la plupart des banques. La BDC aussi a des exemples d'états financiers avec des modèles, des cours, des ateliers, des webinaires, beaucoup d'articles pour partager vos connaissances. Il y a aussi ce qu'on appelle les ratios. Souvent, les bailleurs de fonds vont vous demander certains ratios précis. Les ratios, c'est une façon d'évaluer le rendement de votre entreprise et de repérer s'il y a des problèmes. Donc, c'est une façon d'analyser votre rentabilité, mais aussi, est-ce que vous êtes solvable? Est-ce que vous avez une bonne gestion? Est-ce que vous êtes efficace? Est-ce que vous êtes trop endetté aussi? Donc, ces ratios-là, il y en a à peu près 5 qu'on considère comme essentiels. Le ratio de liquidité générale, le ratio de liquidité restreinte, le ratio de la marge bénéficiaire nette, la rotation des stocks et le ratio d'endettement. Encore une fois, je ne vais pas détailler tous les ratios. C'est une formule, en fait, les ratios. Un exemple ici, le ratio de liquidité générale. La formule, c'est votre actif à court terme divisé par le passif à court terme. L'actif à court terme, c'est votre fonds de roulement, ce que vous avez comme actif, que si jamais vous avez besoin d'argent, vous pouvez l'avoir rapidement. Généralement, si vous avez un ratio de 1 ou plus, c'est considéré comme étant acceptable. Ensuite de ça, d'autres ratios, le ratio de liquidité restreinte, c'est un peu le même principe, mais c'est un ratio où on voit votre actif, encore une fois, avec l'encaisse, les comptes débiteurs, les placements à court terme, divisé par votre passif à court terme. Donc, encore une fois, si vous avez un 1 ou plus, c'est bon à ce moment-là. Ça montre que vous êtes capable de régler vos dettes sans vendre les stocks, par exemple, que vous pourriez avoir. Souvent, lorsqu'on démarre, on n'a pas de stock, donc c'est un ratio qui va être plus ou moins utilisé dépendamment de où on est au niveau de son entreprise. Un autre ratio, la marge bénéficiaire nette, celui-là est assez utilisé. C'est tout simple, c'est votre profit ou le bénéfice net divisé par les produits de votre entreprise. Si vous perdez de l'argent, si vous avez des pertes, ça ne vous sert à rien de calculer ce ratio-là parce que vous n'avez pas de profit, on ne peut pas le calculer. Et si vous avez un ratio faible, ça se peut aussi que ça veut dire que votre prix est trop bas. Donc, c'est une bonne indication pour voir si vous faites des profits ou pas. Ensuite de ça, la rotation des stocks. Si vous avez des produits de l'inventaire, à quel point ces produits-là se vendent. C'est une autre façon aussi de voir si vous avez beaucoup de stocks ou pas. C'est très utile pour ceux qui ont des produits. Tout ce qui est boutique va souvent utiliser ce ratio-là. Et pour terminer, le ratio d'endettement, celui-là est très, très utilisé. C'est un ratio que les banquiers vont calculer
lorsqu'ils vous prêtent de l'argent. Parce que s'ils voient que ce ratio-là est trop élevé, votre ratio d'endettement est trop élevé, ça veut dire que on ne peut pas vous prêter plus d'argent parce que vous êtes déjà à la limite de ce que vous pourriez rembourser. Donc, c'est le passif sur vos actifs. Donc, ils vont pouvoir comparer ça pour évaluer votre capacité de remboursement ou votre solvabilité. Donc, ne vous cassez pas la tête à calculer ces ratios-là, dans le sens où si vous allez sur le site de la BDC, Banque du développement du Canada, bdc.ca, vous pouvez juste entrer vos chiffres et ça va être calculé pour vous et aussi ça va être analysé pour vous. Donc, je recommande le site bdc.ca à l'onglet, à la section ratio, calculateur de ratio. Vous allez voir, il y en a d'autres aussi. Toute l'explication est là et ça vous permet aussi, avant même d'aller voir vos bailleurs de fonds, d'avoir une indication où vous en êtes. Donc, lorsqu'on va vous poser des questions, bien, vous ne serez pas surpris parce que vous aurez déjà analysé ces ratios-là, vous aurez déjà la réponse du pourquoi c'est comme ça. Quelques conseils pour terminer. Lorsqu'on fait une demande de financement, c'est important d'être bien préparé. La première chose, c'est qu'il faut pouvoir avoir différentes hypothèses. Si vous citez des chiffres, des études à l'appui, des statistiques, des faits, dites d'où vous proviennent ces statistiques-là. Ne dites pas « Ah, je pense que c'est comme ça ». Non, selon les statistiques de tel organisme, voilà comment se comporte mon entreprise dans mon secteur d'activité. Amenez des faits avec des sources. Comme ça, c'est plus convaincant. Vous paraissez à votre affaire, on voit votre sérieux, on voit que vous connaissez votre marché, on voit que vous connaissez aussi les tendances, comment ça fonctionne. Et c'est pas normal si le bailleur de fonds est capable d'expliquer votre secteur d'activité et que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Donc, faites vos recherches avant d'aller voir un bailleur de fonds et ça vaut aussi pour les organismes qui existent dans le domaine de l'entrepreneuriat qui font partie de l'écosystème montréalais. Ensuite de ça, parlez uniquement de votre projet et de un projet. N'allez pas voir votre bailleur de fonds en disant, ben j'ai 4 projets, je vais commencer par un, puis si ça ne fait pas votre affaire, ben on va parler des autres. Non, vous aurez une autre rencontre pour les autres projets. Ils veulent une idée à la fois et une idée la plus complète possible. S'il vous manque encore une fois des éléments, faites vos recherches. Si vous n'êtes pas spécialiste des chiffres, faites-vous accompagner par quelqu'un, votre comptable par exemple, ou quelqu'un qui est plus à l'aise que vous pour pouvoir répondre aux questions, mais soyez certain de parler de votre projet uniquement. Autre conseil, aidez votre bailleur de fonds à comprendre, surtout si vous êtes dans un domaine technique, technologique, où il y a beaucoup d'acronymes aussi, ou s'il y a des connaissances que vous pensez que le bailleur de fonds n'a pas, bien, vous pouvez le décortiquer pour lui. Évitez d'avoir trop de détails incompréhensibles, essayez de vulgariser votre projet de façon à ce qu'on voit tout de suite, OK, est-ce que vous allez faire de l'argent? Est-ce qu'ils sont capables de rembourser, vous êtes capable de rembourser le prêt? Est-ce que vous êtes solvable, etc. Ensuite de ça, il faut être convaincu qu'on va réussir et il faut pouvoir le démontrer. Le démontrer, encore une fois, c'est par les faits, c'est par un plan d'affaires, c'est par des statistiques à l'appui, mais le bailleur de fonds va aussi se fier à ce qu'il ressent, son feeling. Donc ça va dépendre de vous et non pas du plan d'affaires. Ça va dépendre de la confiance que vous avez dans votre projet, mais aussi du réalisme que vous apportez à votre projet. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes de faire et c'est une façon, je vous dirais, de le convaincre que vous avez pensé à tout, en fait. Donc, peut-être vous pratiquez avant d'aller voir votre bailleur de fonds, vous assurez que ce que vous présentez est clair, essayez d'avoir quelques amis, faites un pitch devant vos amis, comme ça vous allez voir, est-ce qu'il y a des questions qui peuvent paraître incompréhensibles pour votre bailleur de fonds. Ensuite de ça, démontrer comment vous allez rembourser le prêt et comment vous comptez respecter vos obligations. C'est important de démontrer que vous êtes sérieux dans votre projet. Faites des projections. Généralement, lorsque vous allez rencontrer votre bailleur de fonds, comme j'ai mentionné, on va demander un plan d'affaires. Votre plan d'affaires doit être fait sur un intervalle de 2 ou 3 ans. Donc, ils veulent voir comment vous allez faire pour faire des ventes, quelles sont vos dépenses, quels sont les profits ou les pertes que vous allez avoir pour les 2 à 3 prochaines années. Donc, c'est important de leur démontrer ça aussi et de ne pas leur dire tout de suite que « Ah, ben je prévois que dans 4 mois, je ne pourrai pas rembourser votre prêt ».
Non, ça, il ne faut pas le faire. Ensuite de ça, il faut vous assurer que votre proposition, c'est une proposition d'affaires. Donc, il faut absolument démontrer la viabilité de votre projet. Si votre plan d'affaires démontre que vous allez faire des pertes pour les 3 prochaines années, ça risque d'être difficile qu'on vous prête de l'argent. Donc, c'est possible d'avoir une perte pour la première année, on s'entend, on n'est pas connu, on commence le démarchage, mais après 2 ans, on veut s'assurer que vous ayez un profit, même si c'est petit. Autre chose aussi, lorsque vous faites une demande, c'est important de démontrer que vous allez vous payer. Donc, démontrer dans votre plan d'affaires que vous allez vous prendre un salaire. Maintenant, le salaire peut être minime. Vous pouvez vous payer au salaire minimum. Vous pouvez dire que vous allez prendre 20 000 par année, c'est parfait. N'essayez pas d'aller avec un trop grand salaire alors que vous ne faites même pas de profit. Donc, il faut encore une fois être réaliste, mais démontrer que vous allez avoir un salaire, c'est une façon de vous consacrer à temps plein dans votre entreprise. Lorsque vous faites ça, lorsque vous allez voir un bailleur de fonds, il faut se préparer, je l'ai mentionné. Comment on se prépare? Il y a certaines choses qu'il faut faire comme démarche. Il y a plusieurs banques qui existent. Il y a la Caisse des Jardins. Ils ont tous des critères différents. Ils ont tous des règles différentes. Donc, ça vaut la peine de magasiner, de se renseigner. Allez voir sur leur site Internet les conditions des prêts. C'est quoi les types de prêts? Il y a différents types de prêts pour différents projets. C'est quoi les conditions de prêt? Donc, les taux d'intérêt, les frais, à combien de temps on va vous accorder pour rembourser. Donc, tout ça va être important, mais aussi le processus ou la politique d'autorisation de prêt. Et pour finir, est-ce qu'il y a des suppléments que vous pourriez avoir? Je vous invite à demander des suppléments. Un supplément qu'on peut demander, c'est une carte de crédit ou une marge de crédit. Avec les banques, là, faites la demande. Les autres bailleurs de fonds, les autres organismes, ils peuvent avoir d'autres conditions, mais demandez aussi des suppléments. Certaines peuvent vous accorder un congé de taux d'intérêt les 6 premiers mois, comme futur preneur. Certains autres peuvent vous dire, ben, le taux d'intérêt est plus bas pour la première année. Ça se négocie. Donc, allez-y en sachant quels sont les critères et à partir de ça, vous serez en mesure de négocier. Ensuite de ça, pour se préparer, c'est important d'y aller de façon réaliste. Comme j'ai mentionné, combien d'argent vous avez besoin et pourquoi. Je vous ai montré l'exemple de montage financier au départ, mais oui, allez-y avec un montage réaliste. Cherchez à savoir aussi quel est le meilleur type de prêt pour vous. Les banquiers, parfois, ont des suggestions. Tout n'est pas écrit sur leur site Internet. C'est en les rencontrant, en discutant avec eux, que vous allez voir, dépendamment de votre projet, quelle est la meilleure solution pour vous. Il faut aussi payer de l'intérêt, c'est normal, ils sont là pour faire de l'argent. Ça aussi, ça se négocie. Vous pourriez aller voir plusieurs banques avant de prendre votre décision finale. Dites-leur le taux d'intérêt que vous attendez à payer et à partir de là, vous allez voir qu'est-ce qu'eux vous offrent ou attendez qu'ils parlent d'abord et vous discutez par la suite. Les calendriers de remboursement que vous espérez le plus loin possible, c'est-à-dire si vous êtes capable d'avoir une échéance de 5 ans, c'est l'idéal parce que ça fait des plus petits paiements. Ensuite de ça, certains banquiers vont vous demander de donner de l'actif en garantie, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mesure de rembourser votre prêt, ils vont saisir un actif en contrepartie. Quels sont les biens que vous seriez prêt à donner en garantie si jamais vous n'êtes pas en mesure de rembourser le prêt? Je l'ai mentionné, je le répète, 10 à 20 du coût de projet doit être votre investissement. Donc, il faut être prêt à démontrer l'investissement que vous allez faire. Et pour terminer, lorsque vous les rencontrez, essayez d'avoir une réponse rapide. Le but, c'est de commencer votre entreprise si ce n'est pas fait ou si vous êtes déjà en affaires, lorsque vous allez les voir, c'est que vous avez besoin d'argent maintenant. Donc, essayez de leur dire c'est quoi le délai de réponse que vous aimeriez avoir. Ça peut être 48 heures. Et la date aussi, quand est-ce que vous espérez avoir les fonds. Il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'on reçoit des fonds d'un bailleur de fonds, l'échéance est due maintenant. C'est-à-dire que vous devez rembourser le mois suivant, vous allez devoir rembourser capital et intérêt. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas une subvention lorsqu'on demande un prêt. Si c'est une subvention, bien souvent, ils vont avoir des conditions. Ils peuvent vous donner la totalité ou vous donner la moitié ou une partie en contrepartie d'avoir certains rapports d'étapes et par la suite vous donner le
Pour terminer, je vous indique quelles sont les sources où vous pouvez avoir plus d'informations en ce qui concerne le financement. Premièrement, comme j'ai mentionné au début, Info Entrepreneur. Info Entrepreneur, c'est un répertoire du gouvernement qui liste tout ce que vous pouvez avoir comme ressources à travers le Québec en termes de financement et d'aide technique, peu importe le secteur d'activité. Donc, je vous invite à aller sur leur site. Vous avez aussi la possibilité de chatter avec un conseiller si vous avez des questions ou de carrément les appeler si vous ne trouvez pas l'information. Entreprendre ici a aussi un répertoire des ressources en entrepreneuriat, tout ce qui est ressources financières, mais ressources techniques aussi. Donc, vous pouvez aller sur leur site, regarder ça. Idem pour le réseau Entreprise Canada. Si vous voulez fonctionner ailleurs qu'au Québec, je vous invite à aller voir Réseau Entreprise Canada parce qu'il mentionne toutes les ressources qui existent à travers le Canada. Et finalement, PME Montréal, qui a 6 pôles dans la région de Montréal. Donc, dépendamment de où vous habitez, vous pourriez avoir accès à PME Montréal et un conseiller peut vous accompagner dans la recherche de financement, en plus de vous octroyer du financement ou des subventions. Et pour terminer aussi, bien sûr, la CEDEC Montréal-Nord, il y a des conseillers aussi qui peuvent vous guider. Et je vous invite aussi à regarder les formations qui vont être disponibles à partir du mois d'août, que vous soyez en démarrage d'entreprise ou en activité depuis longtemps. Il y a des formations qui pourraient vous aider à parfaire vos connaissances et à vous améliorer au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, ça termine ma présentation. Les prochaines présentations auront lieu à partir du 13 juillet, parce que je vais prendre 2 semaines de vacances. Et la prochaine présentation portera justement sur la présentation de projet. Mais pas juste devant un banquier. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on doit présenter un projet devant des investisseurs, des partenaires, des clients? C'est quoi les étapes qu'il faut savoir ou maîtriser pour bien présenter son projet lorsqu'on a 30 secondes, 15 minutes, 30 minutes? Souvent, dans les concours, on va vous demander de présenter votre projet. Et souvent, ceux qui gagnent, ce n'est pas juste ceux qui ont un bon projet, mais c'est ceux qui savent présenter leur projet aussi d'une façon efficace et pertinente. Le 20 juillet, on va parler de tout ce qui est partenariat stratégique, plan de ressources, tout ce qui est ressources humaines, approvisionnement, production, distribution, etc. Et le 27 juillet, on termine avec les notions légales, donc tout ce qui est type d'entreprise, marque de commerce, brevet, licence, etc. Donc, ça m'a fait à la présentation. Je vous invite à poser des questions dans la boîte de chat si vous avez des questions. Sinon, de faire part aussi de vos commentaires. C'est toujours pertinent. Ça nous aide aussi concernant des nouvelles formations qu'on pourrait faire, que ce soit en ligne ou en personne éventuellement. Et il y a aussi, comme j'ai mentionné, sur le site de la CEDEC, des nouvelles concernant les prochaines formations qui vont débuter au mois d'août. Il y aura une formation pour ceux qui sont en pré-démarrage et aussi une formation pour ceux qui sont déjà en activité, la formation lancement d'entreprise. Donc, je vous invite à aussi vous inscrire. Présentement, la CEDEC aussi fait beaucoup de Facebook Live et d'Instagram Live. Et c'est une façon aussi d'avoir d'autres informations pertinentes avec les organismes de l'écosystème entrepreneurial du Québec. Donc, si vous n'avez pas de questions, ça met fin à la présentation. J'espère que vous avez apprécié, que c'est pertinent. Cette présentation-là sera disponible, donc tout ce que j'ai mentionné comme répertoire, organisme, liens, etc., vous pourrez l'avoir sur le site de la CEDEC Montréal-Nord. L'enregistrement aussi sera sur le site de la CEDEC. Donc, si vous avez des amis auxquels vous pensez qu'ils pourraient avoir besoin de ces informations-là, je vous invite à les partager. Donc, je vous remercie et puis merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci de me dire l'information et à bientôt. Bonne soirée.